L'infidélité a toujours existé. Elle touche tout le monde, ou presque tout le monde. Si ce n'est toi, c'est l'un de tes proches. La notion d'infidélité varie selon les personnes. Pour certains, rêver ou penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà une infidélité. Le sujet est tellement vaste que je vais te parler aujourd'hui de l'infidélité sexuelle dans le mariage traditionnel. Pour ma part, je vois deux sortes d'infidélité. L'infidélité occasionnelle, le dérapage, l'accident de parcours, ou l'infidélité chronique, celle où le conjoint ne peut pas s'en passer. Ces deux infidélités peuvent avoir les mêmes racines, les mêmes besoins de démarrage. Un besoin de réparation narcissique, un besoin d'approbation ou de reconnaissance, ou une transgression, un désir. Quoi qu'il en soit, quand elle arrive, c'est le choc. C'est la première cause de rupture et de divorce en France. Alors comment faire avec? Évidemment, au moment de la découverte ou de la révélation, l'émotion est tellement forte qu'il va falloir qu'elle s'exprime. Larmes, cris, violence, silence. On est tous différents devant l'émotion. Elle fait perdre le sentiment de sécurité que tu pouvais avoir dans les promesses du mariage. Et forcément, quand un idéal s'effondre, ça prend du temps pour se reconstruire. La première chose à réaliser, c'est que c'est un traumatisme relationnel dans le couple. Et il va falloir le soigner. La réflexion, l'observation et le dialogue doivent être au centre du traitement. La première recherche que tu puisses faire, c'est voir là où toi, ça te blesse profondément. Le cœur, l'ego, l'effondrement de toutes tes croyances, ou tout ça réuni. Généralement, instantanément, c'est le cœur qui va être au centre de la trahison, puisque le centre de la trahison, c'est le mensonge. Et donc, toutes les questions vont arriver. Comment a-t-il pu me faire ça? Comment a-t-il pu me mentir à ce point-là? Comment il a pu me regarder, être avec moi, hein, tout en étant avec une autre ou un autre? Alors, je vais faire il, elle à tour de rôle parce que sinon, tout le long de la vidéo, je suis obligé de faire les deux. Et du coup, essaye de comprendre mon interprétation. Donc, dans tous les questionnements, du coup, je ne suis plus la personne la plus importante à ses yeux. Et là, ça va insécuriser mon enfant intérieur. Vient ensuite les questions de comparaison. Est-il ou est-elle plus belle que moi? Est-il ou est-elle plus intelligente? Meilleur amant? Meilleure maîtresse? Et inutile de te dire que si tu as déjà une faiblesse de l'estime de toi, elle n'en sera que plus atteinte. Ton cerveau ne va pas s'arrêter. Tu vas t'auto-flageller tout en rendant l'autre responsable de tout ce qui t'arrive. Tu vas ruminer sur les moindres détails, sur les moindres souvenirs. Et comme tu vas chercher tout ça, ça va aller valider cette croyance que l'autre est totalement responsable. À chaque chose que tu vas identifier, tu vas être envahi par la douleur. Puis, avec le temps, une fois que l'émotion sera calmée, elle sera redescendue. Eh oui, parce que l'émotion, elle ne reste pas high en permanence. L'intensité baisse. Ça passe. Tout passe. À ce moment-là, il va falloir que tu prennes du recul.
feras ce que tu pourras, à ta façon. Il faudra que tu identifies et décortiques chaque croyance que tu as depuis très longtemps, d'où elles viennent. Une sorte de monologue, question-réponse. Et maintenant que tu es adulte, c'est normal que tu remettes ces croyances en doute. C'est un long travail de compréhension que tu vas devoir mettre en place. En premier exemple de question, où ai-je vu que le mensonge n'existait pas? Est-ce bien vrai? J'ai vu plein de gens mentir, même moi, ça m'est arrivé. Alors pourquoi lui, il n'aurait jamais menti de sa vie? Deuxième croyance, je croyais que le le mariage c'était pour toute la vie. Dans l'absolu, oui, c'est ce que veut la tradition du mariage, et c'est ce qui est signé. Mais l'information, je l'ai, que 50% des mariages finissent en divorce. Troisième exemple, j'aurais dû lui suffire, enfin, est-il vrai que j'aurais dû lui suffire à tous les niveaux? Pareil, oui, on aimerait bien, mais c'est dans les comptes, et ça n'existe pas. On ne peut pas suffire toute une vie, sur tous les niveaux, ami, amant, confident, ce n'est pas possible. Si tu commences à regarder comme ça toutes ces questions, et que tu te vois bien que les réponses n'étaient pas justes, tu t'apercevras que la question aussi qui vient, c'est est-ce qu'il est vraiment responsable de tout? Est-ce que c'est pas moi qui avait des attentes qui n'étaient pas réalistes? Quand tu as fait tout ce monologue de questions-réponses, c'est là où il faut que tu prennes conscience de tes capacités. Tu dois te recentrer, te rappeler d'où tu viens et toute la puissance que tu as. Il faut que tu te redises, je suis forte. Tout ce que j'ai traversé depuis des années, je suis toujours resté debout. Ai-je besoin de mettre toute ma vie sur une même personne? Je ne peux pas faire placer ma vie dans les mains que d'une personne. Je suis autonome, je prends les décisions pour ma vie, je sais ce qui est bon pour moi, ce qui me fait du bien. L'autre ne doit être que la cerise sur le gâteau. Fais-toi ta priorité. Reviens sur toi et cherche toutes les ressources que tu as déjà trouvées. Alors ça peut être des ressources, si tu as besoin de te faire du bien au corps, fais-toi faire un massage. Tu peux aller méditer dans la nature, lire des livres sur le sujet, aller sur des forums de discussion d'infidélité, même aller dans les groupes de parole d'infidélité. J'ai fait une autre vidéo YouTube de comment faire avec ses souffrances et je te donne des exercices pour aller mieux. Après, tout cela ne t'empêche pas d'aller demander de l'aide auprès de ta famille et ou de tes amis. Et d'ailleurs, tu seras surpris que les avis sont bien différents, comme je te le disais au début de vidéo. Tout le monde ne voit pas l'infidélité de la même façon. J'ai une anecdote à ce sujet. Je vais encore te reparler de ma grand-mère, mais bon, elle avait 100 ans, du coup une expérience de vie très grande. Quand l'infidélité m'est arrivée, je ne savais pas comment lui dire. Vu son grand âge, je voulais la protéger, je voulais pas qu'elle sache que j'allais pas bien. Elle voyait bien que j'étais contrarié, tracassé, mais elle disait rien. Et puis, à un moment donné, je me suis décidé à lui dire, j'ai pris 40 000 pincettes pour lui dire le plus doucement possible, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Et quelle ne fut pas sa réponse? Elle m'a dit, c'est tout? C'est ça? Je connais
plein de gens qui ont vécu l'infidélité, ils sont toujours en couple, ils sont toujours ensemble. Que chacun prenne ses responsabilités. Voilà tout. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais bon, ça m'a permis de me rendre compte que c'était moi qui me faisais une montagne. C'était moi qui m'étais raconté cette histoire à l'eau de rose de prince et de princesse. Bah pareil pour toi. Dans la prise de conscience, tu peux quand même voir ce genre de choses. Même chose, n'écoute pas tout ce qu'on dit. Non, il n'est pas vrai que c'est parce que ton couple allait mal qu'il y a eu l'infidélité. Possible, mais il n'y a pas que ça. Et non, c'est pas que ton conjoint ne t'aimait plus. Il y a plein d'autres raisons qui ont pu l'amener à faire ce choix. Il a été chercher des parties de lui, ou elle a été chercher des parties d'elle ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Il avait des difficultés relationnelles à exprimer ses convictions, ce qu'il avait envie de dire, et il ne pouvait pas exprimer ses émotions. Un problème avec l'estime de soi. Un burn-out dans le boulot, ou la routine de la vie quotidienne qui fait que le fait d'aller à l'extérieur pouvait le rendre plus vivant. Une baisse de libido. Et puis le classique dérapage parce que trop d'alcool ou des inhibitions dues à l'alcool ou à la drogue. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être la raison. En attendant, les gens qui ont été interrogés disent qu'ils tiennent encore beaucoup à leur conjoint et qu'ils sont encore amoureux. Et ils s'en veulent. Ils se demandent pourquoi ils ont fait ça. Ils cherchent aussi ces raisons-là. Ils s'y culpabilisent. Ils sont mal à l'aise, ils ne sont pas bien. L'un comme l'autre, vous ne serez pas bien. L'important, c'est qu'ils s'aperçoivent de la souffrance que ça a engendré et des conséquences qui vont avec. Mais pour toi, la chose la plus importante, c'est savoir si tu peux pardonner. J'ai pas dit excuser, j'ai dit pardonner. Pardonner, c'est de comprendre que l'autre n'est pas à l'image de cette transgression, qu'il vaut mieux que ça, que tu peux avoir de la compassion de ce qui l'a motivé à faire ça. Et de comprendre que ça pouvait arriver, que c'est humain. Si le pardon n'est pas possible, et que tu ne fais que lui reprocher son coup de canif au contrat, ou si tu ne rêves que de vengeance et de lui faire vivre la même chose, ça ira dans le mur. Idem, si tu n'as plus aucune confiance et que tu passes ta vie à fouiller dans son téléphone, dans ses poches, la vie sera infernale. Il sera coincé et ça n'avancera pas. En gros, je vais te donner une image, c'est comme si tu prenais du poison en espérant que l'autre meure. Dans ce cas-là, ait mal. Ça ne marche pas, c'est hyper souffrant. C'est toi qui avales le poison. Au mieux, pose-toi la bonne question. Ai-je vraiment envie de rester avec mon mari? Ou ai-je peur? Si tu te dis, la trahison et le mensonge sont au-dessus de mes forces, c'est insupportable pour moi, parce que je suis trop blessée. C'est au-dessus de mes possibilités. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas ses valeurs. C'est parfaitement entendable. Mais dans ce cas-là, n'essaye pas le rafistolage. Ou t'y vas ou t'y vas pas. Mais tu n'y vas pas en reprochant à l'autre systématiquement ce qu'il t'a fait. Si en revanche, tu passes le cap du pardon, pendant un temps, tu vas te sentir fragilisé et vulnérable. Mais c'est dans ces moments-là que tu auras la meilleure finesse pour exprimer ce que tu ressens. Là où tu as besoin de plus de sécurité, là où tu as besoin de te sentir rassuré.
Quand tu auras bien avancé sur ton introspection personnelle, entame un dialogue. Demande à ton mari s'il est d'accord pour une remise à plat de ce couple et de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait un nouvel élan. Pour ça, il va falloir que vous vous écoutiez parler l'un et l'autre. De quoi l'un a besoin, de quoi l'autre a besoin, quelles sont les limites de l'un, quelles sont les limites de l'autre. De voir ces deux choses, de voir ce qui est en commun. Et cette chose en commun que vous avez ensemble, ça va être votre nouveau contrat, votre nouvelle négociation. Et ce contrat, vous le signez. Mais pour de vrai, vous le signez, vous le faites. Vous ne faites pas ça pour faire plaisir à l'autre. Vous vous engagez dans le fait d'avoir un couple plus authentique, plus en harmonie et plus en confiance, du coup. Au fur et à mesure du temps, faites des points réguliers, savoir là où vous en êtes, l'un et l'autre. Faites en sorte de poser aussi des questions à l'autre bien ciblées et de dire vos réels besoins, pas ce que vous aviez fait avant, des grandes généralités. Vraiment, qu'est-ce qui vous a manqué et qu'est-ce que cette histoire vous a appris. Dans le cas où ça recommence, ça sont les infidélités chroniques. Ça, c'est plus compliqué parce que plus toxique. Les raisons sont souvent les mêmes, mais plus pathétiques, plus renforcées. Et puis, il est beaucoup plus difficile de leur faire changer leur vision des choses. Les témoignages de ces infidèles, une des premières raisons, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir une sexualité avec la mère de leurs enfants, parce qu'ils ont peur de la salir, voire une sexualité débridée. L'image de la mère est tellement puissante qu'ils se sentent mal à l'aise. D'autres, c'est parce que ils expliquent un besoin physiologique débordant, et comme nous sommes dans une société monogame, ils ne peuvent pas avoir plusieurs femmes de par le mariage, donc ils ont leur épouse et plein de maîtresses pour assouvir leurs besoins physiologiques. D'autres disent que c'est pour augmenter leur libido avec leur femme, que ces maîtresses les excitent plus avec leur femme. Je ne prends que les raisons évoquées. Et enfin, il y a des hédonistes qui, eux, expliquent que le plaisir est le seul but de leur vie. Et puis il y en a certainement d'autres, mais je ne vais pas toutes les regarder. Bon, si on y regarde bien, ce sont quand même des personnages qui sont très narcissiques, qui aiment le pouvoir, l'argent, l'adrénaline, l'intensité. En fait, ils sont addicts à l'intensité. Malheureusement, ces personnes-là ne s'arrêteront jamais. Vous avez une possibilité, enfin tu as une possibilité, de leur proposer un contrat de polyamour. Mais en règle générale, ce qu'ils s'autorisent eux, c'est pas ce qu'ils autorisent à l'autre. Le plaisir que pour eux. Quoi qu'il en soit, l'infidélité, la bonne question, c'est de savoir si ça te fait souffrir ou pas. Si, si pour toi, c'est acceptable, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu es en larmes, tu ne supportes plus l'idée, alors pourquoi rester? J'avais une amie qui était arrivée au paroxysme. Tous les week-ends, elle emmenait son mari avec sa maîtresse à l'aéroport de façon à ce qu'ils aillent passer un bon moment tous les deux. Quand elle revenait, elle était en larmes. Elle souffrait le martyre. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Pourquoi t'affiches ça? Elle m'expliquait qu'elle ne voulait pas perdre sa maison,
sa grande maison, ses enfants, son confort et qu'elle préférait ça que, de ne plus, rien avoir du tout. Soit, c'était son choix, rien à dire. Sauf qu'un jour, son mari a voulu divorcer. Oui, parce que dans sa toute-puissance et dans le fait de tout vouloir, eh bien, il lui a dit qu'il en avait assez de l'avoir faire la tête, d'être triste et que ça devenait insupportable, qu'elle agisse comme ça. Ben oui, en plus, elle aurait dû faire ça, avec le sourire. Conclusion, elle s'est, sacrifiée et ça fait mal de sacrifier pour rien. Le résultat était le même. Voilà. Moi, je pense que, tous les contrats sont jouables, négociables. À partir du moment où c'est dans le respect de l'un et de l'autre et qu'il n'y a pas de souffrance. Si tu fais face à un infidèle chronique et que ça te fait souffrir, pose-toi la question de pourquoi rester. Et sinon, il y a un vieil adage qui dit il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce si tu as aimé cette vidéo. À très bientôt.